Le 13 novembre 2015, moi je vais à un concert au Bataclan, un concert d'Eagles of Death Metal. Avec mon neveu et sa femme, mon mari et moi, on avait l'habitude d'aller à des concerts. C'était assez régulier. C'était généralement notre cadeau de Noël ou d'anniversaire. Mon histoire, c'était une histoire qui n'appartenait qu'à moi et à ma famille jusqu'au 13 novembre 2015, puisque notre fils aîné, Valentin, qui avait 26 ans, est décédé ce soir-là parce qu'il était à la salle de concert du Bataclan. On ne sait pas comment on doit se sentir après avoir subi ça, forcément, mais on se sent complètement déphasé. Mon mari, lui, quand les tirs ont commencé là, et qu'on était encore au balcon, il a regardé. Mais moi, j'ai rien vu. Et je pense que c'est ce qui doit expliquer le petit déni que j'ai eu à un moment donné. C'est-à-dire quand on était dans la loge, j'ai entendu l'explosion du premier terroriste. Et pour moi, la police était là et on reprenait le concert. Après l'attentat, il y a une fille qui était au Bataclan avec son mari et qui s'en est sortie, qui a publié un post sur Facebook extrêmement bien tourné. Je ne sais pas où est-ce qu'elle a eu cette idée aussi lucide, aussi rapidement, mais en tout cas, elle posait les bases du fait que la vie d'après devait se reposer sur la force d'une communauté. Elle propose de créer un groupe privé, que les victimes puissent le rejoindre pour discuter. Et elle dit que ce groupe privé, elle se propose de l'appeler Life for Paris. Quand je prends la vice-présidence puis la présidence de l'association, pour moi, ma parole, elle doit être utile dans le sens où elle doit permettre à des victimes de venir nous rejoindre. Nous, d'autres associations, d'ailleurs, c'est pas l'important. L'association Fraternité et Vérité a été créée en janvier 2016 et j'ai rejoint l'association quand elle s'est créée. Le nom qui avait été choisi, Fraternité et Vérité, était vraiment ce dont on avait besoin d'une communauté qui partageait à la fois les mêmes souffrances, mais aussi les mêmes questions. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé ? Quasiment tous les dimanches, on s'appelait, mon neveu, sa femme et nous, on avait une conversation téléphonique d'1 heure à 2 heures. Donc ça a été le moyen pour nous d'échanger, de faire sortir les choses. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé cette phrase qui dit « il y a au moins 3 vérités, la tienne, la mienne et ce qui s'est vraiment passé ». On voit tous les divergences de points de vue. Il y a des divergences très factuelles. Moi, j'ai encore un certain nombre d'adhérents qui sont sûrs qu'il y a 4 terroristes qui sont rentrés dans le Bataclan. On peut leur montrer les images de sécurité, ils sont sûrs, c'est ça qu'ils ont dans la tête. Donc, il y a vraiment une mémoire individuelle qui existe, qui est à la fois liée à votre positionnement, mais aussi à votre ressenti, qui est finalement extrêmement subjective. Pour avoir un récit commun, il y a besoin d'avoir un groupe qui se constitue, des gens qui mettent en commun leurs souvenirs. Et du coup, il y a une interaction qui se crée entre la mémoire du collectif et les mémoires individuelles, avec des phénomènes de correction, d'ajustement. Aujourd'hui, quand un attentat se produit, il y a des gens qui réagissent sur place, qui vont déposer un message écrit. En janvier 2015, la ville de Paris avait été complètement, je pense, sidérée, sous le choc, et ce qui fait que du coup, ce qui s'était accumulé face au site de Charlie Hebdo n'avait pas été collecté. Effectivement, j'écris à la mairie de Paris, vraiment dans les 48 heures qui suivent le 13 novembre, pour leur dire, voilà, écoutez, à la suite de ce qui s'est passé, vous allez avoir la même chose qu'en janvier, mais en pire. Il va y avoir encore plus de mémoriaux, encore plus de choses accumulées, et il va falloir penser à en faire quelque chose, en fait. On ne peut pas laisser ça partir complètement à la benne ou se perdre. C'est une collecte très particulière parce que finalement, avant même de collecter ces matériaux, il y a eu une demande de la communauté scientifique, mais également politique, puisque cette demande scientifique a été relayée politiquement, donc cette commande institutionnelle. Et également, c'est aussi une collecte particulière parce que extrêmement chargée d'émotions. Dès le départ, on savait qu'on allait procéder à une collecte, mais on a pris le temps. Les archives de Paris ont attendu avant de la faire, et ce temps de latence nous a permis d'être là. Donc on a pu faire tout un travail comme ça, ethnographique, autour de qui vient aux mémoriaux, qui dépose quoi. L'objectif était avant tout de documenter ces mémoriaux et de voir leur évolution dans le temps. Les archives de Paris ont commencé à prélever les messages, les objets qui commençaient à être les plus abîmés, mais ils laissaient les autres qui venaient d'arriver, qui venaient d'être déposés. Et puis pareil, les fleurs qui avaient été fanées étaient retirées, mais les autres, les bouquets qui venaient d'être déposés, étaient réagencés de manière à ne pas créer un effet de vide, voilà, comme on avait pu l'observer dans d'autres villes par le passé. Et permettent aussi ce temps de deuil dans les meilleures conditions, tout en préservant ces matériaux et cette mémoire.
Donc là, c'est vrai que c'était complètement inédit et la méthodologie, finalement, était complètement à inventer. On est sur forcément des milliers de documents. Et donc, si on les lit les uns après les autres, c'est très difficile de dégager les schémas récurrents, les messages que les gens adressent aux victimes en situation post-attentat, déposent sur les lieux des attentats. Moi, je les ai d'abord traités avec des outils de textométrie, en fait. Et donc, c'est comme ça que je me suis rendu compte que ces messages auxquels on s'intéressait pas jusqu'à présent, qu'on ne collectait pas, parce qu'on pensait que c'était, en fait, voilà, en gros, des messages de condoléances. Il y a un deuil collectif, les gens sont touchés, ils expriment qu'ils compatissent au sort des victimes. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était plus compliqué que ça, et que par contre, il y avait des schémas récurrents quand même. On retrouve toujours la coexistence entre ces trois types de messages-là. Des messages de condoléances stricto sensu, des messages d'identification très forte aux victimes, et des messages souvent déposés par des touristes, de gens qui se sentent plus lointains de l'événement, mais qui, cela étant, ont quand même le sentiment que l'événement terroriste s'en prend à des valeurs partagées. On ne pouvait pas laisser passer cet événement tellement traumatisant, d'abord évidemment pour les rescapés et les familles, mais au-delà pour l'ensemble de la société. Et puis pour nous. On était interpellés aussi parce que nous travaillons sur des thématiques qui étaient des thématiques qui pouvaient donner des clés d'analyse. Il y a eu des recherches de collègues sur le traitement médiatique des attentats, des recherches sur les réseaux sociaux. On a plus engagé de recherche et plus collecté de données sur les attentats de 2015 en France, il faut quand même le mesurer, que sur le 11 septembre 2001 aux États-Unis, par exemple. C'est vraiment sur le plan scientifique et sur le plan de l'étude des réactions aux attaques terroristes et de la mémorialisation, quelque chose de sans précédent en France et même au-delà. Le programme 13 novembre, il y a plusieurs objectifs qui sont toujours l'étude longitudinale de la mémoire pendant 12 ans. On commence en 2016 et on ira jusqu'en 2028. C'est un programme qui a plusieurs particularités. Il est d'abord, avant tout, transdisciplinaire. Le but, c'est que ces données, cette moisson de données, puisse être analysée par des chercheurs d'horizons, là aussi, différents, et puis surtout encore, puisse être analysée ensemble par des chercheurs qui ont cette appétence pour travailler ensemble, parce que c'est là que l'on fait généralement de grandes découvertes. Chacun de notre côté, on a développé cette idée en fait. On va interroger 1000 personnes à 4 reprises en 10 ans. Bon. Et on va faire de l'audiovisuel. On était dans un studio pendant... Ça pouvait durer presque 3 heures, où on était filmé, où ils nous demandaient de raconter notre 13 novembre, et puis ce qui s'était passé après. Avec une règle d'or qui est double. La première, c'est que on n'interrompt jamais la personne. On la laisse développer son point de vue, son analyse, ça, elle répond, et c'est simplement quand elle s'arrête, quand la voix baisse, qu'on pose la deuxième question. On est filmé, on raconte notre 13 novembre, il y a quelques questions qui nous sont posées aussi. C'est pas difficile, ça peut être douloureux. Il y a des moments où la boîte de mouchoirs, il vaut mieux qu'elle soit pas trop loin, qu'elle soit à portée de main. Les psys nous disaient ça va être très compliqué. Parce que ils vont pas venir, ils vont pas vouloir recommencer à parler de leur affaire. Et en plus, s'ils viennent, ils vont parler un quart d'heure, ils tiendront pas. Le fait d'avoir un temps presque illimité pour s'exprimer, dans laquelle on ne va pas vous couper la parole, dans laquelle on va se centrer vraiment sur votre discours, c'est une situation qui est extrêmement rare. L'idée, c'est de laisser la personne s'exprimer autant qu'elle le veut, en guidant cette parole. C'est-à-dire que, encore une fois, nous, on a quand même des thématiques qu'on souhaite aborder. Sur l'étude 1000, on interroge donc 1000 personnes qui sont divisées en 4 cercles en fonction de leur proximité avec les attentats. Donc, pour ce qui est du cercle 1, qui sont les personnes directement impactées par les attentats, donc il peut s'agir de victimes directes, de proches de victimes, plus généralement tous les professionnels, c'est-à-dire les magistrats qui ont participé à l'enquête, les politiques, etc. On a le cercle 2, ce sont les habitants ou ceux qui travaillent dans ces quartiers visés. Le cercle 3, c'est le reste de la région parisienne. Et le cercle 4, c'est 3 villes de province, Caen, Montpellier et Metz. Je pense qu'il y avait beaucoup de personnes donc, qui appartiennent au cercle 1, et notamment les victimes,
qui avait envie de laisser une trace de cet événement. Donc le fait de participer à une enquête scientifique, c'était important. Le fait que ce soit une enquête soutenue par le CNRS, c'était important. Et un autre élément, effectivement, le fait d'avoir cet aval des associations était une pierre supplémentaire à cet édifice de sérieux. Ça fait partie des études, des premières, c'est peut-être même la première grande étude qu'on a poussée, en disant à nos adhérents, voilà, il y a quelque chose de plus grand que nous qui se déroule, qui n'est pas d'ailleurs centré sur nous, ce qui est assez intéressant parce que autant la ferveur médiatique était vraiment centrée sur les victimes, autant là, on nous replaçait dans un contexte un peu plus global en disant votre témoignage fait sens, mais surtout il va venir résonner avec le témoignage d'autres personnes qui ont été impactées d'autres manières. Et je pense que j'avais donc aussi ce besoin de raconter. C'était quelque chose qui m'allait vraiment, qui répondait à mes besoins complètement. Il s'agissait de se confronter, et je le sentais pour la première fois, entre la réalité et ma mémoire. Vraiment de se dire, mais finalement, qu'est-ce que vous en avez retenu ? Mais vous êtes sûr ? Est-ce que vous savez combien il y avait de personnes ? À quelle heure ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que vous sauriez nommer les terroristes ? C'est ce sentiment global-là que j'en garde. C'était pour la première fois de vraiment participer à quelque chose avec une rigueur scientifique. Tout ça dans l'idée quand même d'aboutir à un matériau qui puisse servir à réfléchir. Finalement, c'était notre manière de ne pas être dépossédé. Au contraire, de reprendre prise sur cette histoire, notre histoire qui allait dans l'histoire, dans la grande histoire. L'étude 1000 a pour particularité d'être une étude longitudinale. C'est-à-dire que oui, on recueille des témoignages en 2016, mais après, on veut voir comment évolue la mémoire. Comment, en particulier, elle est influencée par la mémoire collective. Donc on réinterroge a priori les mêmes 1000 personnes. On en rajoute un peu au cours des phases et on en perd aussi. On n'a pas d'études comparables sur l'évolution de la mémoire aussi longtemps, en longitudinal, au maximum sur les mêmes personnes, et dans les 10 ans qui suivent l'événement en question. On l'a pour les études électorales, on ne l'a absolument pas sur les questions mémorielles. Remember a une place particulière puisque c'est l'étude biomédicale qui est orientée vers la compréhension du trouble de stress post-traumatique et les mécanismes de résilience. Parce qu'on s'attend à ce que des personnes qui ont vécu un événement traumatique soit développent pour certains une psychopathologie, parce que c'est un traumatisme majeur, mais d'autres vont prendre d'autres chemins, vont prendre des chemins de la résilience, même si c'est pas noir ou blanc, c'est évidemment beaucoup plus complexe que cela. Et en plus, comme il s'agit d'une étude longitudinale, certaines personnes vont évoluer au fil du temps. La psychopathologie du trouble de stress post-traumatique, elle vient d'une rencontre extrêmement malheureuse entre une personne et une situation. Donc il y a d'abord une période de stress aigu, et puis le trouble de stress post-traumatique, il va s'organiser par la suite. De façon arbitraire, on considère que c'est après un mois, et après un mois, on voit émerger un certain nombre de symptômes qui vont perdurer, avec en premier lieu ces intrusions, ces images intrusives, ça peut être des sons, ça peut être des odeurs, et puis des mécanismes également d'évitement qui vont enfermer en quelque sorte la personne. Et donc j'ai eu moi aussi des intrusions, si je reprends la terminologie, mais effectivement très particulières. Moi, c'est ce qu'on appelle ce que j'ai appris, ça s'appelait des illusions. Alors bien évidemment, il n'y a rien de joyeux, c'est toujours autour de la mort, mais ça peut être, je ne vais pas citer les plus terribles, mais c'est de voir le début du mot crèmerie et de lire crématorium ou une armoire qui est déménagée horizontalement. Et il était évident pour moi que c'était un cercueil. Et ça effectivement, c'était assez particulier. Enfin, ça rentrait pas obligatoirement dans les symptômes classiques. Mais j'ai trouvé mon salut par ces deux études qui m'ont permis de déposer, en tout cas déjà sur Remember, déposer ces troubles, ces illusions. In fine, cette expérience, on peut l'appeler comme ça, elle vise à comprendre, d'une part, les mécanismes physiopathologiques qui conduisent aux intrusions, c'est-à-dire l'incapacité de contrôler les régions de la perception, de l'émotion et de la mémoire,
via le cortex préfrontal, et en même temps de montrer les mécanismes qui permettent ce contrôle. Les personnes qui ont été exposées aux attentats, mais qui n'ont pas développé de troubles de stress post-traumatique, elles ont cette capacité à inhiber les intrusions. Ça, on le montre par leur performance, c'est-à-dire qu'elles parviennent à le faire. Et en plus, ce qui est l'originalité de ce travail, c'est qu'on en décrit le mécanisme physiologique grâce aux résultats de l'IRM. C'est très intense, ça peut être fatigant. Il y a des exercices, c'est sur 2 jours, hein. Il y a une journée avec des exercices de mémorisation indépendamment de l'IRM. Et ça, c'est vrai que j'ai trouvé que ces exercices étaient durs. Dans un premier passage, on se dit, je vais faire du par cœur, quoi. J'ai une suite de nombres, je vais les apprendre par cœur. Ça marche pas. Donc, il faut commencer à réfléchir, trouver des manières de se souvenir, etc. Et les tests liés au think no think, ça, c'est extraordinaire. Et j'ai adoré, quoi. Le think no think, le premier grand principe, c'est de faire surapprendre ces couples de concepts. Le mot, par exemple bateau, associé à l'image maison. Donc tout ça, on vérifie avant l'IRM. Et pendant l'IRM, soit le mot est écrit en vert, à ce moment-là, l'image arrive dans le cerveau et on mesure les mécanismes physiologiques qui permettent à cette image mentale d'être générée, soit au contraire, le mot est écrit en lettres rouges, et là, la consigne est claire, avec les lettres rouges, il faut inhiber. On doit soit essayer de se souvenir de ce qui fait la paire, soit essayer de ne pas se souvenir de ce qui fait la paire. Et à chaque fois, on dit si on a réussi ou si on n'a pas réussi. Et on fait l'hypothèse que cette capacité d'inhiber cette intrusion expérimentale, en fait, c'est la même fonction que d'inhiber une véritable intrusion pathologique. C'est vraiment une expérience qui est très, très, très intéressante. D'essayer de trouver des moyens pour faire des liens. Alors, des fois, c'est simple, des fois, c'est compliqué. Ce résultat, il va être souligné et peut-être même exacerbé dans une deuxième étude qui permet de suivre cette même cohorte. Et 2 ans après, ce que l'on voit, c'est que certaines personnes ont conservé un trouble de stress post-traumatique, mais d'autres ont évolué. Et elles ont évolué, ces personnes-là, on les appelle rémitantes. Ça ne veut pas dire qu'elles vont parfaitement bien, mais en tout cas, elles n'ont plus tous ces symptômes. On va vraiment mettre la focale sur une région du cerveau qui est très importante pour la mémoire, pour réguler la mémoire, ce sont les hippocampes. Ce qui est important, c'est que la taille des hippocampes va se moduler au fil du temps. Et ce que l'on voit, c'est que les personnes dites rémitantes, eh bien, on voit la taille de l'hippocampe qui reprend une trajectoire normale. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans une voie d'atrophie, comme le sont les personnes qui sont toujours souffrantes de troubles de stress post-traumatique, mais elles reprennent au contraire une pente qui montre que la plasticité cérébrale permet de guérir d'un trouble de stress post-traumatique. C'est important parce que ça va aider les gens, pas seulement les victimes d'attentats, mais ceux qui ont été victimes d'accidents de la route, d'accidents collectifs. Si on arrive à trouver des thérapies avec des médicaments, mais pas que, qui leur permettent de mieux aller, de réaffronter la vie courante, ça sera important, quoi. Il y a un aspect aussi qui est très important, qui a donné lieu à un travail publié récemment, en 2025, dans le British Journal of Psychiatry, c'est les modifications de la projection future. Parce que on pense mémoire, quand on pense trouble de stress post-traumatique, on pense mémoire, mais il faut penser aussi futur. Et la suite pour les personnes, il y a bien sûr la mémoire, mais il y a le futur. Comment on appréhende le futur ? Et on a montré les distorsions de la projection dans le futur, dans le trouble de stress post-traumatique, mais également chez des personnes qui ont été exposées et qui ne présentent pas ce trouble de stress post-traumatique. Avec un petit signal rouge là, de toujours faire très attention à ces personnes qui ont parfois le message qu'elles sont fortes, elles ont réussi à surmonter une épreuve, elles sont fortes, alors qu'en fait, dans certains cas, cette force masque en fait une blessure profonde. Quand on fait de la recherche, l'objectif, c'est de produire des résultats scientifiques. Donc ça, c'est notre premier travail, j'ai envie de dire.
Et de manière secondaire, mais ça ne veut pas dire que c'est moins important, ça veut dire que la deuxième chose qu'on fait, une fois qu'on a produit des résultats scientifiques, on communique auprès du grand public. Donc ça se fait par différents biais. Ça se fait par des interviews avec des journalistes, par tous les biais qui existent. Et ces événements comme le 13 novembre, c'est un peu des événements monde. C'est-à-dire que tout le monde a un ressenti, tout le monde se souvient de quand ça s'est produit, et tout le monde, hors du cercle de ceux qui ont été directement atteints, a son avis et ses souvenirs sur le sujet. Et donc, il y a un processus de mémoire collective qui finalement vient piocher dans les récits qu'il a pu lire de ci, de là, qui arrive à accrocher à certains récits plus qu'à d'autres ou un certain bout de récit. Moi, en revanche, je ne suis pas complètement certain qu'il y ait une mémoire collective. Les gens, selon leur attachement et les idées auxquelles ils sont attachés, ne focalisent pas les événements du 13 novembre et la mémoire qu'ils en ont sur les mêmes faits. Et donc, on a bien compris que nous, on venait juste mettre un peu d'eau dans un grand moulin qui nous dépassait complètement. Ce programme, il nous fait voir les choses différemment et j'espère qu'au-delà, il fait évoluer un peu les consciences, les mentalités, en nous faisant bien comprendre qu'on a tous un rôle à jouer.